Ça commence à être un peu partout. Les Français, ils ont faim. La communauté black au Canada, elle s'endort un peu parce qu'on est trop à l'aise. Quand je veux quelque chose, là, je le veux tout de suite, maintenant. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et la majorité, ils vont quitter, vont abandonner. Il m'a dit franchement, Doro, il y a des gens dans la ville qui sont sûrs et certains que tu es un fraudeur parce que c'est pas possible. Gars, je faisais des cauchemars. Tous les soirs, je rentrais et je disais à ma femme, mais je peux pas. C'est difficile. Quand tu rêves d'être grand, il n'y a pas de limite. Si tu rêves d'être comme Kylian, tu vas arriver au niveau de Kylian. Alors que quand tu rêves d'être grand, le rêve est illimité en fait, et il est infini. C'est pas parce que je t'envoie du business et que tu fais de l'argent que ça veut dire que moi j'en perds. Les Arabes, ils fonctionnent en communauté parce qu'ils ont compris que ce qui nous lie est plus fort que ce qui doit nous détruire. De retour dans le podcast 1%. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Doro Size et monsieur Chuck Oumar. On est ensemble, on va bien discuter, on est à la maison. Ça fait déjà un moment qu'on se connaît, donc... Ça fait longtemps. Ah oui, aujourd'hui on a beaucoup de choses à se dire. Donc on va commencer par les présentations pour que ma communauté puisse vous connaître. Donc si tu peux te présenter Doro et après Chuck. Donc Doro, d'origine béninoise, ça fait quoi, une vingtaine d'années je pense que je suis à Montréal. Je suis dans le milieu de l'événementiel, de la communication. Je fais beaucoup de choses avec Sheik, qui est mon partenaire depuis maintenant 2016, je pense. Ouais, 2016, on a une agence de communication, Smartegy. Et à travers ça, à travers nos activités, justement, on a développé d'autres concepts comme le Smart Lab, c'est un studio photo, le Smart Loft, qui est un espace événementiel, un espace de création de contenu. Donc, c'est ça. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est... on aime l'entrepreneuriat, on aime les belles choses, on aime construire, on aime développer, on aime la communauté africaine. Donc, voilà, c'est ça qu'on fait ici à Montréal. Super. Tu as aussi mentionné le frame, non? Oui, le Frame, ça c'est un club, c'est une boîte de nuit. Ça c'est le côté nightlife. Événementiel, voilà. Et monsieur Chuck? Yes, bah écoute, même chose, hein. Moi, je suis à Montréal depuis à peu près 12 ans. Je suis arrivé en tant qu'étudiant. J'avais plein de rêves dans la tête. Je voulais être acteur, comme j'ai l'habitude de dire. Puis quand j'ai commencé mes études, ça me plaisait pas. Donc je suis très rapidement allé dans tout ce qui est affaires internationales. J'ai lancé des boutiques de e-commerce. J'ai essayé plein de business, pour ne pas en citer tous. Et ensuite, comme l'a dit Doro, on a lancé une agence de marketing qui s'appelle Smartegy, déboulé sur le Smart Lab, le Smart Loft, puis plein d'autres projets. Je pense qu'on va pouvoir en parler par rapport au podcast. Puis c'est ça, amoureux de la vie, des idées et pouvoir redonner surtout. Ouais, c'est très très bon. Et avant même de parler de Smartegy, du Smart Loft et autres, c'est comment en fait que votre connexion elle s'est faite? Parce que moi je sais que je suis arrivé à Montréal en 2010. Je me rappelle à l'époque quand je suis arrivé, je disais toujours que quand j'étais arrivé, c'était avec le groupe Esamoto. Vous vous rappelez, j'étais un Pour ceux qui savent, moi je sais en tout cas. Je sais pas si tout le monde sait. Il y a des vidéos YouTube de lui. Où il danse. Un chanteur, un danseur. Ouais, vas-y. Et je me rappelle très bien, j'ai toujours cette mémoire-là que quand j'étais arrivé à Montréal, vu que je me suis associé avec le groupe Esamoto, c'était un groupe de musique afrobeat. Ben, je me rappelle Motorios, toi, Doro, DJ Liso Licius. Dans l'événementiel, c'est vraiment vous aussi, celui qui est en Afrique, comment il s'appelle? Mo Koulibaly. Non, l'autre qui est avec sa femme. Olivier. Olivier. Ah, je me rappelle, j'ai des photos là que je pourrais mettre. Je me rappelle au départ, c'est vraiment vous qui m'avez accueilli. C'est là que j'ai connu un peu l'événementiel à Montréal et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir le réseau. Donc moi, je te connais de là au départ, de vraiment l'événementiel. Donc comment ça s'est fait la transition de l'événementiel que je te connaissais à justement aller dans tout ce qui est Smartegy? Ben, je vais laisser Sheik raconter un peu l'anecdote de comment on s'est rencontrés, mais je vais juste lui faire la passe. Effectivement, quand tu es arrivé, j'étais beaucoup dans de l'événementiel, c'est ce que je faisais. J'ai toujours fait de l'événementiel, ça fait longtemps que j'ai fait en tout cas. Toi, tu m'as connu dans un événementiel un peu plus nightlife, mais j'ai fait aussi du sportif, j'ai fait du corporatif et aussi du culturel. Et donc, à un moment, avec Mo Koulibaly, on était à la tête d'un événement avec une équipe qui s'appelait Miss Afrique Montréal, ce qui est une élection de Miss et un gala culturel. Et je pense que c'est dans cette période que Sheik m'a connu. Je vais le laisser continuer. Bah, c'est exactement dans cette période parce que moi, c'est Mo qui me le présente. Et pour l'histoire courte, c'est que j'avais, comme je le disais, j'avais une entreprise de e-commerce où on vendait des hoverboards, des scooters électroniques. Puis moi,
la stratégie de développement qu'on avait, hormis tout ce qui c'était en 2014-2015, Facebook, Instagram Ads, ça a commencé, ça fonctionnait. Sauf que moi, je voulais avoir une présence aussi sur le terrain à Montréal. Donc, la stratégie, c'était d'aller toucher des grosses têtes de la communauté. Donc, tout le monde me parle de Mo. Ok, va voir Mo, va voir Mo. Donc, je lui envoie un message, je parle avec Mo et de là, je lui dis, j'ai besoin de quelqu'un pour l'image de mon entreprise. Quelqu'un qui est capable de me faire un logo. Il me dit, va voir Doro. Ok? Je demande à quelqu'un d'autre, la personne me dit, va voir Doro. Je demande encore, on me dit, va voir Doro. Je dis, c'est qui ce Doro? Donc, on me passe le numéro, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Je pense qu'on m'a donné le numéro le mercredi. Puis moi, avec le temps, ça a beaucoup diminué, mais avant, j'étais quelqu'un de très, très impatient. Quand je veux quelque chose, là, je le veux tout de suite, maintenant. Donc, je lâchais pas le morceau. J'appelais, 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 j'appelais. Le gars répond pas. Je dis, mais attends. Je rappelle la personne qui me donne le contact. Il me dit, ouais, réessaye. Je viens de le joindre. J'ai dit, OK. Je rappelle, le gars répond pas. De mercredi à dimanche, j'ai pas cessé. Le dimanche, je reçois l'appel, je vois que c'est lui. Je dis, allô? Puis je l'attaque. En mode, ouais, c'est toi le fameux Doro. On m'a dit de t'appeler, puis je t'appelle, tu réponds pas. Il me dit, ouais, j'étais à Toronto. Je reviens à Montréal. Quand je viens, de quoi tu as besoin? Donc là, je lui explique. Il me dit, OK, on va se voir. Tu vas m'expliquer ton truc. Puis je pense qu'on s'est vu le lundi. On s'est vu à une heure tardive. Non, on s'est vu. On s'est vu. Il m'a dit, OK, viens et tout. Donc je suis allé chez lui. C'était 23 heures. Puis le résultat que j'ai eu, honnêtement, ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un qui était capable de faire ça. Donc je me suis dit, s'il répond pas au téléphone et qu'il est capable de faire ça, c'est pas grave, on va se battre et puis on va s'entendre. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant parce que même moi, quand j'ai commencé vraiment tout ce qui est conseil et autres, c'était avec Smartegi. Je me rappelle, j'étais tellement content qu'on travaille ensemble sur le personal branding. Ça faisait une différence. Donc, si je comprends bien, c'est de là qu'après, vous avez vraiment fait votre connexion ensemble. Oui, en fait, c'est qu'en gros, c'est ça, il avait besoin de mes services de graphisme. Moi, à l'époque, j'étais ce qu'on appelle freelance. J'étais pas vraiment freelance, en fait, c'est quelque chose que je faisais, vu que j'avais beaucoup de contacts. Donc, les gens m'utilisaient comme ressource pour faire du graphisme, des trucs comme ça. Donc, on m'a référé à Chèque. Et lui, je pense que avec la compagnie Overboard qu'il avait, il a quand même connu un boom au niveau de l'entrepreneuriat et tout. Donc, beaucoup de gens le contactaient pour lui dire, ah, on veut faire comme toi et tout ça, on aime ta communication et tout. Donc, il m'envoyait des contrats ou il avait des contrats qu'il sous-traitait, whatever. Et je pense à un moment, on a eu besoin de faire un site internet. On lui a présenté Amine, qui est un de nos partenaires, un des membres fondateurs de Smartegi, justement, qui lui vit en Tunisie. On lui a présenté Amine pour faire le site internet. Donc, ce qui fait que je sais il nous amenait des projets et en fait, on travaillait tous les trois. Donc, on travaillait sur un site internet, design, tout ça, stratégie, on faisait tous les trois. Et je pense qu'un jour, Amine a dit, mais attends, les gars, on se parle tous les jours, on travaille tous les jours, littéralement. À chaque fois qu'on finit un contrat, il y a une nouvelle référence et tout ça. Pourquoi on ne lance pas une compagnie? Moi, j'ai dit, ben, pourquoi pas? Donc, Check, il s'est occupé de ça. Et puis, c'est comme ça que Smartegi est né. C'est vraiment quelque chose de naturel, en fait. On avait besoin de répondre à un besoin que certaines personnes avaient. Puis, on a créé la compagnie par rapport à ça. Et c'est quoi les défis un peu que vous avez eu quand vous avez lancé ce projet? C'est quoi les défis en tant qu'entrepreneur, surtout au départ, que vous avez un peu pu voir quand vous avez démarré? Défi, ben, je te dirais que le premier défi, quand je prends du recul, mais on ne le savait peut-être pas encore, c'est de shifter le mindset de freelance à, on va dire, compagnie, tu vois. Parce qu'au début, c'était 3 personnes qui travaillaient chez eux. Moi, je travaillais chez moi, je sais qu'il était beaucoup sur la route. Amine aussi travaille de chez lui en Tunisie. Donc, tu as quelqu'un en Tunisie, tu as 2 personnes à Montréal, un qui est sur la route, l'autre qui est chez lui et tout. On travaillait comme ça. Donc, on travaillait beaucoup avec les réseaux sociaux, les emails et tout. Donc, j'ai eu le premier défi, c'était un défi peut-être d'organisation. La chance a fait que vraiment, on était 3 personnes, on s'est toujours super bien entendu. Ça a toujours bien fonctionné entre nous, ça a toujours bien roulé. Franchement, l'univers a vraiment fait que du début, from day one, quand on a commencé à travailler, on s'est toujours compris et tout, 3 personnes avec des éthiques par rapport à une bonne éthique de travail, par rapport à des valeurs, par rapport au travail, la satisfaction client, tout ça, le travail bien accompli et tout ça. Donc, ça s'est fait naturellement. Donc, je te dirais que le manque d'expérience qu'on avait en tant que gérer la compagnie était comblé par le talent, les valeurs et tout. Mais au début, je sais qu'on rencontrait des clients dans des cafés. Tu sais, on a tout fait. Franchement,
nous, on peut raconter l'histoire de Smartegy à une évolution. Smartegy, au début, c'était des gars qui travaillaient de chez eux. Après, c'est des gars qui ont commencé à travailler dans des cafés. Ils rencontraient leurs clients dans des cafés. Après, à l'UQAM, dans des cafétérias, dans des salles informatiques. Ensuite, on est allé à Espace Mouchagaloussa, à la galerie d'art et tout, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on aille au 3737. Je pense que c'est au 3737 que finalement on se retrouve après des années. Donc, 3737 qui est aujourd'hui toujours un de nos partenaires avec Smartegy et tout. Donc, nous, on a grandi aussi avec le 3737. C'est là-bas qu'on a eu nos premiers bureaux. Après, on a ouvert le Smart Lab et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une évolution, en fait. Chaque année, avec quelque chose de différent. Et dans cette évolution que vous avez eue vraiment dans ce côté entrepreneurial, avec tous les business que vous avez battus, c'est quoi en fait que vous avez remarqué qui est similaire dans chacun des succès des entreprises? C'est la personne. C'est les porteurs de projets, je te dirais. Et comme il a dit, je vais revenir là-dessus. Oui, l'entreprise évolue, mais toi-même, en tant qu'individu, tu dois évoluer, tu vois. Et dans cette évolution, il y a la formation, qui je pense est la chose la plus importante au jour d'aujourd'hui. Si tu ne sais pas comment gérer une entreprise, comment faire évoluer une entreprise, et comment même gérer des employés, gérer le service à la clientèle, aller chercher la clientèle, tu vas pas y arriver. Donc, si on doit trouver un point commun ou une chose qui a évolué ou comme je le dis souvent, le dénominateur commun de tout ce qu'on a toujours fait, c'est nous. Donc, si ça marche, c'est nous. Si ça fonctionne pas, c'est nous. Et pour que ça puisse évoluer, il faut que le dénominateur commun, donc nous, on soit capable d'évoluer en tant qu'être humain avant d'être capable de faire évoluer une entreprise. C'est pour ça que je disais même hier, c'est que si tu veux trouver un moyen de réussir, tu vas le trouver. Sinon, tu vas chercher des excuses. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui entreprennent ou des personnes qui veulent un changement dans leur vie, mais le problème, c'est qu'ils cherchent des excuses. Ok. Et surtout, quand un truc ne fonctionne pas ou si tu n'arrives pas à arriver au niveau où tu veux aller, c'est de comprendre qu'il ne faut pas mettre la faute sur les autres. C'est-à-dire que tu assumes, et c'est ce dans quoi j'ai beaucoup travaillé. Si ça ne fonctionne pas, tu dis écoute, c'est moi peut-être qui a fait quelque chose de pas bien. Ok, peut-être que la personne avec qui tu travailles, elle a fait une erreur, mais assume. Prends de ça, améliore-toi, change, et après tu fais évoluer ton... Mais tu es obligé d'assumer, surtout quand c'est toi qui gères l'entreprise. Parce qu'à the end of the day, l'employé ou le partenaire ou le collègue ou le client, ils ne viennent pas vers toi pour avoir à devoir prendre les poids de l'entrepreneuriat, tu vois. Puis je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est pas le chemin, c'est pas l'Eldorado, l'entrepreneuriat, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais lancer une entreprise, puis je vais devenir riche ou quoi que ce soit. Moi, je le dis souvent, c'est peut-être le chemin le plus compliqué pour y arriver, mais qui vaut la peine d'être vécu, tu vois. C'est un très beau chemin, tu en apprends beaucoup, tu évolues, mais c'est pas parce que tu as lancé une entreprise demain que tu es millionnaire, là. Ça, c'est complètement faux. Sûr, je disais, sans te couper, Anthony, pour rejoindre ce qu'il disait, je disais même ça à quelqu'un hier avec qui j'étais et tout, qui justement me posait un peu des questions sur mon parcours, sur tout ce qu'on faisait et tout. Et je lui disais, moi, tu sais, j'aime ma vie d'entrepreneur. Tu sais, on va dire, c'est comme ça qu'on nous appelle, ok? Les gens qui sont plus ou moins à leur compte et tout. J'aime ma vie d'entrepreneur et tout. Mais ça n'a pas été toujours facile. Mais en même temps, tu sais, on ne va pas tomber dans le cliché de, ah, la vie. Oui, c'est compliqué, mais c'est le travail. Si tu aimes ça et que tu te mets à fond, tu vas finir par y arriver. C'est un long chemin, mais comme il dit, l'arrivée au bout du tunnel, ça en vaut vraiment la peine. Donc, c'est-à-dire que tu vas obtenir des résultats qui vont peut-être prendre plus de temps que les autres personnes, mais qui vont peut-être être plus conséquents. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, la constance. Et je vais revenir sur ça parce qu'on parlait même tout à l'heure en backstage de la vie des réseaux et la vraie vie. Tu sais, les gens, ils nous voient sur les réseaux, ils voient des belles vidéos, etc. Mais il faut voir le travail. Tu sais que moi, ce matin, je me suis réveillé à 5 heures du matin. Quand je me suis réveillé à 5 heures, il fallait que je mette tous les équipements, etc., que je synchronise avec Valou pour venir, etc. Je suis arrivé ici. Et il y a tellement de travail que parfois, on voit seulement le résultat. Mais on ne voit pas tout le behind the scene. C'est du travail. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une différence entre les réseaux, ce qu'on voit sur les réseaux, et le vrai travail en arrière. Et ça, c'est important parce que vu que sur les réseaux, on promouvoit beaucoup le succès, la réussite, etc., on ne parle pas des problèmes, on ne parle pas de quand ça va mal, on ne parle pas de tout ça. Ça fait qu'une personne qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, qui va nous écouter, elle va penser que ah, je vais faire comme Anthony demain, je vais lancer un nouvel espace ou je vais lancer un programme sur le digital, puis du jour au lendemain, je vais avoir des résultats. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu vas même planifier, il y aura des erreurs. Des fois, à un moment donné, ça n'a pas marché comme tu veux. Tu vas devoir ajuster, etc. Et la majorité
ils vont quitter, ils vont abandonner. Ils vont voir que après 1 ou 2 mois, ça ne marche pas, j'abandonne. Après, je pense que nous, en tout cas, pour les gens qui communiquent, moi, je communique pas vraiment je communique plus vraiment sur les réseaux sociaux. Je sais qu'encore moins, je pense, et tout. Mais pour nous, mais toi, beaucoup. Je pense que ça fait partie de ton branding personnel et tout. Je pense que en tant qu'entrepreneur ou peu importe, ou chef d'entreprise, ou en tout cas en tant que personnalité des réseaux sociaux, je ne vais pas des personnalités publiques, des gens qui ont une communauté ou qui parlent à certaines personnes, on a quand même une certaine responsabilité dans ce qu'on montre, tu vois. Donc, c'est sûr et certain que toi, les gens, ils voient le travail, ils ont peut-être envie d'être comme toi, ils voient le résultat, mais ils ne savent pas le travail derrière, comme tu dis. Mais c'est ta responsabilité aussi de leur montrer. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on choisit de montrer? Tu vois, je veux dire, en général, les gens qui sont sur les réseaux, les entrepreneurs, ils vont montrer beaucoup le résultat. J'ai ma voiture, j'ai mon empire et tout ça, blablabla. Mais je pense qu'effectivement, il faudrait montrer le behind the scene pour que les gens y comprennent. Tu vois, je veux dire. Donc, toi, Anthony, par exemple, tu te lèves à 5 heures du matin, mais ça, personne ne le sait. Moi, je ne savais même pas. Dans les vidéos YouTube que j'ai faites Day in Life, j'ai commencé à beaucoup C'est partager. ça. Donc, sur les réseaux sociaux, montre ce côté. Montre le côté aussi qui est dur, le côté de putain, excusez-moi, je dois me réveiller à 5 heures du matin, j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. T'es papa maintenant aussi, mon fils a pleuré toute la nuit. C'est chaud, tu vois. Puis même si tu as un certain succès, des fois, tout le monde a des factures à payer. Hein. Même le premier ministre du Canada, il a des factures à payer, tout le monde a des factures. Des fois, c'est chaud, tu comprends? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Mais je pense que c'est important aussi de montrer cet aspect. Tu n'es pas obligé de rentrer dans ta vie privée, de montrer vraiment, peut-être quand il y a de la difficulté dans ta famille ou quoi que ce soit, mais au moins laisser savoir aux gens que, guys, c'est pas toujours rose. Parce qu'on est tous des êtres humains. Et des fois, c'est bizarre. Des fois, tu fais de mauvais choix. Des fois, tu gères peut-être mal ton argent. Les fins du mois sont un peu plus dures. Mais ça n'empêche que tu vas continuer à travailler. Donc, aujourd'hui, mon compte peut être à sec. Il n'y a pas de souci, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des entreprises. Mais demain, je vais peut-être signer un contrat de 10 000 $. Donc aujourd'hui, je peux recevoir une alerte de TD qui dit. On a tous. C'est que tu vois le nom, il y a un truc là, le texto là que TD t'envoie là. 2929229. Vous êtes under the statement. Et puis demain, je signe un gros contrat. Gars, t'as tellement raison parce que c'est vrai que sur les réseaux, on est beaucoup là juste à montrer vraiment des fois, mais il faut montrer aussi des fois les côtés. C'est pour ça que dans ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment se relever après un échec. Bon, cette vidéo-là a quand même moins marché que les autres, mais j'ai eu quelques commentaires. C'est parce que les gens aussi, après je comprends, hein, c'est parce que les gens ils veulent le résultat, ils veulent ce côté féerique de la chose, tu vois. Ce côté où justement t'es successful, ok? Mais ils ne sont pas prêts à prendre ce qui va avec. Il y a une chanson de La Fouine que j'aime beaucoup, il dit, si t'as pas goûté le vinaigre, tu peux pas apprécier le miel, tu vois. So, faut vraiment être capable d'aller dans ce processus. Puis, comme l'a dit Doro, sensibiliser, tu vois, que les gens comprennent, c'est pas l'Eldorado, là. Moi, j'ai des amis qui viennent me voir souvent, ils me disent, ah, je vais lancer une entreprise de ci, de ça. Mais je leur dis straight up, tu peux pas. Tu vas pas y arriver. Va retourner dans ton travail parce que c'est pas pour être méchant, c'est parce que je le connais. Non, c'est clair. C'est pas fait pour tout le monde. Mais des fois, je pense aussi, je sais pas si c'est une question de vocation ou une question de destinée ou quoi que ce soit, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Nous, je pense que l'avantage dans Smarty, Check et moi, whatever, c'est que ça vient naturellement. Comme lui l'a dit, il a toujours eu envie de faire des affaires. C'est en lui. Même, je pense que même quand c'était chaud, jamais il s'est dit, oh, tu sais, c'est quoi, il faut que j'aille chercher du travail, un 9 à 5 et tout ça. Il va toujours trouver une solution. Et c'est la même chose pour moi. Il y a plusieurs périodes de ma vie où je me suis dit, OK, peut-être que tu devrais travailler pour quelqu'un ou whatever. Même ma femme m'a déjà dit, ah, mais tu sais, si ça marche moins bien, les affaires et tout ça, ayez l'humilité, parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien Chèque aussi. Ah, vous là, vous devriez avoir l'humilité de vous dire, ah, peut-être que ça marche pas très bien, et puis de rentrer dans le rang. Mais j'y arrive pas. Mais c'est pas parce que je dénigre le 9 à 5. C'est pas pour dire, moi, je veux être mon propre patron, je peux pas travailler pour quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je sais faire.
Donc, quand moi j'ai besoin de générer de l'argent, je vais générer. C'est fou parce que j'ai remarqué, à chaque fois qu'il y a une situation, tu sais que tu as dit, il y a toujours une solution. Moi, ma quote, c'est un problème égale une solution. Puis je te jure, je ne sais pas comment ça se fait. Peu importe ce qui se passe dans ce monde entrepreneuriat-là, même si tu vois qu'un mois c'est un peu plus difficile, il y a toujours un truc qui arrive. Ouais, Je sais mais pas comment t'expliquer non, c'est ça. l'univers. C'est l'univers. C'est juste que, gars, Les quand gars, je comprends pas, gars. Et je vais raconter l'histoire. Un jour, j'étais à Dubaï. Là, j'avais un truc. Dubaï. J'avais une facture qui était quand même haussée, là. Je te dis, les gars, je les vous factures jure, de Dubaï eh, en gars, AED. là, j'étais là. Je dis, mec, là, je suis avec ma femme, je suis mon fils. Je me dis, bon, là, c'est un peu chaud. Il faut un peu plus. C'est bizarre. Et je vous jure, les gars, je me suis concentré. J'ai dit, bon, vous allez faire les activités. Je suis resté à la même. Je me suis concentré pendant 3 heures du temps. Je suis resté devant l'ordinateur. Je te jure, j'ai sorti au moins 3, 4, 5 000 comme ça. En fait, des fois, c'est juste le focus. Je me suis focalisé, j'ai regardé tard là-bas. Peut-être là-bas, il manque tel service. Là-bas, il manque tel. Je me suis focalisé vraiment. J'ai dit, non, tu vois. Après, j'ai dit, ah, en fait, c'est ça vraiment. C'est-à-dire que quand vraiment tu es un solutionneur, tu trouves les solutions. Tu vois? Parce que le truc, c'est qu'on dirait que l'entrepreneuriat, c'est comme. C'est juste résoudre des problèmes, en fait, la plupart du temps. Hein? Donc, tu résous des problèmes. Et quand tu es capable de trouver, en fait, le code pour résoudre le problème, c'est là que tu génères encore plus. Tu résous des problèmes pour les autres. Tu sais, nous, par exemple, Smartegie, tu sais, on résout des problèmes pour les autres. Tu sais, les gens qui viennent nous voir, nos clients et tout ça, ce sont des gens qui ont un problème ou qui veulent mener une idée à bien, tout ça qu'on résout. Mais des fois, tu résous des problèmes aussi pour toi-même. Tu vois, c'est déjà arrivé qu'en tant que compagnie, tu traverses des fois des crises, des périodes de crise ou quoi. Des fois, c'est difficile. Peut-être dans ta vie personnelle, ça va bien, mais au niveau de la compagnie, c'est différent. Tu vois, je dis, une compagnie, tu dois payer des loyers, tu as des charges, tu as des employés à payer ou quoi que ce soit. Nous, c'est arrivé, tu sais, Chèque, il est plus dans la gestion des finances et tout ça. C'est arrivé où 2 jours avant le premier du mois, il dit, ah, en ce moment, c'est chaud parce que les clients ne nous ont pas payé. On doit payer les employés. On doit payer Hydro. On doit payer ça, ça, ça. On doit payer le loyer. Il reste 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on trouve des solutions. Et là, en 2 jours, tu vas voir qu'on va trouver un nouveau client pour un site Internet. On va trouver un nouveau client pour notre loft. On va générer quelque chose. On va appeler quelqu'un qui a besoin d'un service. On va créer un besoin ou quoi que ce soit. On va trouver la solution. Tu vois? Il y a, tu vois, moi, j'en ai parlé un peu, mais pas tout. Quand j'ai fermé mon espace, que je l'ai redonné, mon espace Lumonia Space, yo, gars, je faisais des cauchemars. J'ai pas dit, mais je vous le dis. Tu sais, quand tu as bâti quelque chose et que tu as mis de l'argent et que tu te rends compte que tu as mis un gros investissement et qu'au final, tu vois que ton nom est là, le logo est là, ton nom est là et que tu sais que, ah, gars, dans quelques semaines, il faut que je ferme, gars, il faut que je ferme, il faut que je libère l'espace, que quelqu'un d'autre le reprenne. Gars, je faisais des cauchemars. Tous les soirs, je rentrais, je disais à ma femme, mais ah, gars, non, je peux pas. C'était difficile. Après, tu te rends compte que, bon, c'est quelqu'un, un mentor qui m'a dit, Anthony, il dit, la vie, c'est un parcours. Et des fois, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si les choses ne marchent pas comme tu veux, des fois, il ne faut pas forcer. Comme, il m'a dit une phrase qui tout le temps dans ma tête maintenant, il m'a dit juste, move on. Move on, laisse les choses se faire, tu vas voir que tu vas avoir d'autres opportunités. Tu as fait un espace, tu en as fait un deuxième. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il ne marche pas comme tu veux ou que tu ne génères pas assez de revenus avec comme tu l'aurais voulu, que c'est forcément un échec. Tu as monté un espace, non? L'espace était magnifique. Tu as appris, tu as réalisé. Tu peux refaire après un autre, tu comprends? Mais moi, j'avais du mal à accepter ça. Je t'ai dit, gars, je rentrais chez moi, je faisais des cauchemars pendant au moins un mois. Je ne dormais pas, gars. Vous me voyez sur les réseaux là, en tout cas, je ne dormais pas. J'étais là, je devenais fou. Et après, je me suis dit, bah, tu vois, en fait, c'est ça l'adrénaline de l'entrepreneuriat. Parce qu'après ça, finalement, quand après tu fais ce que tu as à faire, tu es un peu plus libéré, que tu commences à redévelopper autre chose, que là, tu repars sur autre chose, une autre dynamique et autre, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est comme ça l'entrepreneuriat. Tu peux gagner comme tu peux perdre. Et il faut comprendre ça. Dans l'entrepreneuriat, tu peux perdre et tu peux gagner. Tu ne gagnes pas tout le temps. Ceux qui vous diront sur les réseaux que tu gagnes tout le temps, c'est faux. On perd aussi. Et des fois, demande à qui. Des fois, on n'arrive pas à payer nos loyers, gars. L'espace, il va arriver, tu es là, tu veux que tu payes, c'est difficile. Ça peut arriver. C'est juste que, bon, on ne va pas forcément le mettre sur les réseaux, mais tout entrepreneur, des fois même, une entreprise a des problèmes de cash flow. J'ai entendu des fois, même des gens d'Emirates, là-bas, ils n'ont pas à payer la facture de DZA. Je ne comprends pas, gars. C'est le cash flow. Des fois, le cash flow, tu comprends? Mais après il faut le comprendre, il faut l'accepter. Nous, même chose. On a fermé le Smart Lab. Tu comprends? Loft ou lab? Ah, Le je vois ça. lab. On a fermé le Smart Lab pour plusieurs raisons indépendantes de notre volonté. Parce que sur la rue, il y a commencé à avoir des travaux pendant quasiment 1 an et demi.
C'est un studio, si c'est pas accessible, ça fonctionne pas. Les gens ne vont pas se trimballer en talons ou en truc et puis il y a du gravier devant la porte ou quoi que ce soit, tu vois. Puis la décision de fermer, c'était pas une décision facile, mais il fallait la prendre, tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu es dans une entreprise, c'est pour générer du chiffre et non pas pour en perdre. Donc souvent, il faut être capable d'avoir cette humilité, de prendre son ego, de le mettre de côté et de se dire, OK, c'est une décision business. Et ça, c'est tellement vrai parce que c'était ça le problème que j'avais, c'est que j'ai mis des fonds dans un espace et au final, ce qui arrivait, c'est que j'avais plusieurs sociétés, mais c'était les autres sociétés qui payaient pour le trou. Et à la fin, tu te dis, est-ce que tu fais ça pour plaire sur les réseaux seulement parce que tu as fait un bel espace ou tu fais ça, tu regardes côté chiffre, ça ne fonctionne pas, gars. Si tu vois côté chiffre, ça ne fonctionne pas, que ça ne te rapporte pas, on ne fait pas du business pour perdre, gars. Tu comprends? Tu as très bien dit les On ne fait pas du business pour perdre. Donc, comme tu as dit, à un moment donné, tu t'assois, tu regardes. Tu dis, Ça, c'est un plan. Tu sais, il y a des entreprises, par exemple Uber, tu sais, ils sont en perte. Depuis Uber existe, Uber est en perte. Parce que Uber attend le jour où les voitures vont être autonomes et qu'ils n'auront plus besoin de payer un chauffeur pour faire Uber. Mais ils ont un plan. Donc, eux, ils sont prêts à prendre Ils cette développent juste perte. leur système en C'est ça. attendant. Ils développent le système, ils développent leur notoriété, ils ont un plan. Le jour où, ça a commencé, parce qu'à Los Angeles, ça a commencé, mais le jour où ils vont être capables de dégager tout le monde et que les voitures vont être complètement Le autonomes, restaurateur, il met le paquet. Ah ouais, ça, c'est lourd. c'est fini. mais c'est Mais tellement il faut vrai, juste c'est avoir ça. un plan. Si tu n'as pas de plan, Mais c'est ça. tu n'es Mais, pas là pour perdre l'argent. Là. mais le message que je vais faire passer, c'est que il y en a beaucoup qui, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à cause justement de ce que les autres vont penser, ça, l'un des problèmes, c'est que tu vas trop penser à ce que les autres vont penser. Ah, lui, il a fait un truc, ça a fermé, ça n'a pas marché, etc. Mais gars, si dans tes chiffres, ça ne marche pas, gars. Ouais. Mais tu sais, c'est ça aussi, c'est la clé. Je pense qu'à partir du moment où tu es clair dans ta communication, après, finalement, tu es plus en paix avec toi-même, tu vois. C'est sûr et certain que le regard des autres, ça compte d'une manière ou d'une autre. Tu as fait un bel espace, c'est pour que les gens le regardent, c'est pour que les gens aient envie d'y aller, tu vois. Euh, Nous, le studio, c'est venu, tu sais, il y a eu un processus derrière la création du Smart Lab et tout ça. Ça a servi à certaines personnes d'une manière ou d'une autre. Ça marchait très bien. Après, il y a eu certaines réalités. Il y a la réalité aussi économique, il y a la réalité aussi mondiale, la pandémie, après la pandémie, le télétravail, pas le télétravail. Il y a plein de choses. Et aussi le développement de plusieurs studios. Tu vois, parce que nous, quand on a commencé, quand on a fait le Smart Lab, à la base, tu étais même un de nos premiers clients ou whatever. Le Smart Lab est un endroit que tu fréquentais. Il y avait il n'y avait aucun studio dans ce style-là, en tout cas, dans le modèle d'affaires qu'on avait amené. Il n'y avait aucun studio comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a peut-être 12, 13, voire plus, tu vois, je veux dire, dans ce style-là, tu vois, je veux dire. Donc ça, ce sont des réalités aussi avec lesquelles tu fais face. Au début, tu as un monopole. Après, tu n'as plus le monopole. Dans une petite ville comme Montréal, nous, on est très communautaire aussi. Dans une petite communauté, comme la communauté africaine ou la communauté black, par extension, au bout d'un moment, vous marchez les uns sur les autres et tout. Et bon, voilà. Après, effectivement, tu dois prendre une décision business. C'est-à-dire que si tu générais tant par mois et qu'aujourd'hui, tu ne génères plus tant par mois et que ça t'empêche de payer tes employés, et tu es obligé d'aller voir dans tes autres compagnies, comme tu disais, pour pallier, là, tu es obligé de te dire, OK, la réalité, tu vois. Après, nous, le Smart Lab, il y avait un projet derrière, il y avait une idée derrière, une vision derrière. Malheureusement, on n'a pas pu truc, mais je pense que si on regarde, comme tu disais tout à l'heure, le succès, il est relatif. Comme ton ami te disait, OK, est-ce que tu as fait ton espace? Est-ce qu'il était beau? Est-ce qu'il t'a servi? C'est bien. Donc, c'est ça le succès. Donc, nous, le Smart Lab, c'est quoi, 3 ans? 4 Ça fait un an, là. 2020 à 2023. Ouais, Donc 2020, 3 ans. 2023. 3 ans, mais franchement, 3 années exceptionnelles. 3 années où on a fait de l'argent, 3 années où on a grandi, 3 années où on a rencontré de belles personnes, 3 années où on a permis à des gens de construire leurs rêves. Il y a des gens qui sont devenus photographes, vidéastes grâce à nous, qui ont développé leur entreprise. Franchement, 3 années parfaites. Donc, nous, c'est ça le succès. C'est comme si le projet, il est fini. Le projet, il est fini et puis tu passes À autre chose. à autre chose. Tu comprends, c'est ça. Et honnêtement, vaut mieux arrêter un projet, fermer une entreprise ou stopper que qu'on te mette dehors, tu comprends? Donc, honnêtement, si tu vois qu'un projet ne marche pas, des fois, il faut avoir l'humilité. Ben, écoute, tu sais, moi aussi, j'ai fait la même chose. Ça ne fonctionnait pas comme il fallait. Ben, écoute,
Aujourd'hui, j'ai donné à une personne que je connais qui est superbe. Maintenant qu'il a repris, je suis content. Des fois, je vais là-bas et tout. Et tout le monde est content. Donc, c'est un espace, c'est toujours un espace Non, c'est rendu quelque chose dans l'immobilier de plus. mobilier, ok, Mais c'est une personne que je connais qui a repris. qui a repris. Très bien, c'est bien passé. Il a repris l'espace. Maintenant, il fait des activités. Des fois, je vais et tout. Puis voilà. Tout le monde est content. Du coup, Smart Lab, ça a été un succès. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Mais maintenant, il y a encore le Smart Love, c'est ça? D'ailleurs, où j'ai fait un des masterminds là-bas, c'est magnifique. Il y a encore le Smart Love. C'est quoi la vision avec le Smart Love? Vas-y, vas-y. Bah, le Smart Love, c'est un espace qui, je vais te dire, ça nous est tombé dessus, dans le sens où on cherchait complètement autre chose. Ok, on cherchait un studio pour tout simplement agrandir le Smart Lab, parce qu'on avait quand même une achalandage et tout, puis on cherchait un studio où on pouvait mettre un silo et tout, puis on parle avec notre propriétaire, on lui demande, puis il nous dit, ah, mais j'ai quelque chose. On rentre dans l'espace, puis on tombe tout de suite en amont. Donc, la vision du Smart Loft, qui est toujours la même jusqu'aujourd'hui, c'était de permettre aux gens d'avoir un espace qui ressemble à chez eux, sans pour autant être chez eux exactement. Où tu peux faire tout ce qui est événement de vie, aussi venir faire de la création de contenu, etc. Puis la localisation, pour nous, c'était un no-brainer, tu vois. C'est au centre-ville, c'était quelque chose de central qui allait permettre à beaucoup de gens de pouvoir acheminer vers là-bas. Puis c'est ça qu'on essaie de développer. Ça fait 4 ans que le Smart Loft existe maintenant. C'est vraiment magnifique. Ouais. Faire des événements, tu peux faire des ateliers. C'est un très beau concept. Ouais, ben, tu peux tout faire. Tu sais, on a eu mariage, on a eu baptême, on a eu comment dire, sip and pain, anniversaire, mais aussi lancement de livres, mastermind, comme tu dis, colloques, conférences et tout ça, euh, photoshoot, il y a des publicités qui ont été tournées là-bas, des séries qui ont été tournées là-bas et tout. Donc, c'est vraiment des films aussi. Donc, c'est vraiment un espace vraiment versatile et tout, multifonctionnel. Donc, c'est ça. C'est vraiment un très bel espace. Donc, du coup, là, maintenant, vu qu'on est encore dans la sphère du digital, c'est quoi les prochaines étapes un peu? C'est quoi les prochains projets au niveau du digital avec tout ce que vous entreprenez? Parce que j'ai vu des applications, j'ai vu autre chose. C'est quoi les projets qui arrivent? Écoute, je pense que le digital fait partie et fera partie intégrante de la vie des gens pour les prochaines années, tu vois. Il y en a beaucoup qui disent qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout ce qui sont dans le monde du digital, c'est fini pour eux, que l'intelligence artificielle va remplacer tout le monde, etc. Mais moi, je suis dans un avis complètement différent, dans le sens où l'intelligence artificielle, il faut quand même des gens qui sont capables de maîtriser cette intelligence artificielle. Au contraire, c'est là pour nous aider à faire notre travail, peut-être plus rapidement, donc, permettre à la clientèle d'avoir des délais plus longs par rapport à certaines choses ou quoi que ce soit, ou un meilleur résultat, mais pas pour remplacer réellement les agences. Donc, je dirais, en termes de perspective d'avenir, ce serait de rentrer et tout ce qui est intelligence artificielle dans les métiers de tous les jours qu'on applique, mais aussi développer d'autres territoires. Parce que ça marche aussi beaucoup par communauté. En tout cas, nous, comment on a fonctionné depuis le début. Euh, oui, Montréal, mais le Canada, c'est grand. Les États-Unis, c'est un autre marché. L'Europe, c'est autre chose. L'Afrique, n'en parlons pas. Donc, c'est vraiment d'essayer de s'implanter et de continuer à faire valoir la vision qu'on a essayé de mettre en place jusqu'à présent. Justement, quand tu parles d'Afrique, parce que tu sais, on l'expliquait, oui, on est à Montréal, mais je veux dire, le business, c'est international. Et que j'ai toujours aimé chez vous aussi, c'est votre côté vraiment international. C'est important, toi, Doro, au moins une fois ou deux fois par année, tu allais tout le temps au Bénin ou tu allais faire à l'événement, comment ça s'appelle l'événement qu'il y avait plusieurs cultes dans la culture, là, Afidi, Festival afropolitain nomade. etc. Il y a plusieurs choses que tu faisais. C'est toi qui m'as beaucoup aussi inspiré par rapport à l'Afrique, tu vois. Tout le temps, tu insistais, va au Congo, va en Côte d'Ivoire, vas-y, parce que tu as toujours eu les pieds entre les deux. Peut-être moins en ce moment, mais tu as toujours eu cette culture et cette vision de l'Afrique, c'est important. Même toi, tout le temps, c'était toujours, tu as toujours eu les deux. Même quand j'ai lancé l'application Mogo, tu m'as dit, gars, va la lancer là-bas, pourquoi tu le... Tu comprends? L'application pour la musique afro-caribéenne. Tu m'as toujours dit, mais pourquoi tu la lances pas là-bas? Pourquoi tu la lances ici seulement? Ouais, parce que l'Afrique, en fait, c'est un grand marché, déjà au niveau de la population. C'est un grand continent, contrairement à ce que les gens ils veulent faire penser, ne serait-ce que niveau superficie, l'Afrique, c'est immense, tu vois, même si les cartes sont pas bien dessinées, mais ça c'est une autre histoire. Niveau population, et c'est pas moi qui le dis, les gens ils disent que c'est le continent de l'avenir. Je pense que c'est le continent où il y a le plus de jeunes
où il y a le plus de personnes qui ont moins de 18 ans. Euh, comment dire, la fécondité là-bas, elle est extrême, les familles sont grandes et tout. Donc, dans quelques années, on va tout simplement être les plus nombreux, on va avoir les plus jeunes et tout ça. Donc, l'avenir, en fait, il est là-bas. C'est un continent qui a beaucoup de ressources naturelles. Écoute, c'est c'est l'avenir, tout simplement. Et c'est ce qu'on va devoir aussi inculquer à nos enfants. Nous trois, on est papa aujourd'hui. C'est fou parce que quelques années, on était là dans les événements, on faisait ci, mais Je pense que aujourd'hui. Hein? je pense qu'au 37 là, quand justement tu es revenu vers nous pour qu'on fasse son branding personnel, je pense que personne, ouais, on n'était pas ouais, quelques années plus tard. Et c'est vrai que depuis que j'ai mon petit Kylian, hein, Je l'appelais Kylian. Roger Mbappé, troisième Mbappé, Il a dit de laisser tomber. je suis pas encore arrivé à Si, cette il a partie dit, de il a dit, il a l'interview. dit. Ouais. Il a dit laisser tomber. mais j'avoue que être père, puis Doro, tu me le disais tout le temps, ça change tout dans ta vie. Franchement, c'est d'autres responsabilités, c'est une vision de voir les choses différemment et tu vis plus juste pour toi. Tu sais, quand tu rentres chez toi, tu vois que ton petit est là dans la petite truc qui t'attend, pap, ah, Tu sais, je vais bondir sur ce que tu as dit parce que moi, je me rappelle quand j'ai eu une discussion avec mon papa par rapport à la paternité, première fois que j'ai une discussion avec lui par rapport à certaines choses, puis il m'a dit, avant, tu étais le fils d'eux, maintenant tu es le père d'eux. Ça fait une grosse différence par rapport à certaines choses. Et à partir de ce moment-là, tu as beaucoup plus de responsabilités parce que ton fils, on va le regarder à travers toi et à toi de montrer l'exemple à ton enfant. Et je pense que ça résume, en tout cas, une bonne partie de la philosophie de la paternité, la responsabilité qui vient avec un être humain qui n'a rien demandé, qui est là, qui dépend quasiment de toi d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait expérimenter, en tout cas ceux qui peuvent. Sinon, tu peux pas le comprendre. tu peux pas le comprendre, c'est un autre sentiment. Au niveau de ton temps aussi, tu peux plus perdre ton temps pour des. Ton temps est vraiment limité, encore plus limité qu'avant. C'est quelque chose, quoi. Non, c'est clair que ça change. Oui, c'est très cliché de dire, oh, la naissance de mon enfant a changé ma vie, whatever. Mais en fait, le truc, c'est que c'est vraiment réel, en fait. Un temps soit peu que tu te mets dans une situation de provider ou whatever, où tu te dis justement, comme Cheikh disait, l'enfant a rien demandé et tout. Il est là, il a besoin de toi pour au moins 16 ans, 17 ans, ou au moins 14 ans de sa vie ou quoi que ce soit. Mais en attendant, ben, c'est toi qui dois t'en occuper. Donc quand tu te lèves le matin, tu penses plus juste pour toi. Tu penses aussi et surtout pour cette personne. Et comme il disait tout à l'heure, le fils d'eux, le père d'eux, c'est vrai qu'au début, tu es l'enfant de quelqu'un, donc tes parents s'occupent de toi, whatever. Après, tu deviens indépendant, tu commences à plus penser à toi. Et après, maintenant, tu as un enfant, et maintenant, tu penses à ton enfant et éventuellement aussi à tes parents. Donc, à un moment, tu deviens un homme adulte et tout, un homme avec un grand H. Tu deviens un homme adulte et puis tu dois t'occuper de tes parents, tu dois t'occuper de ton enfant. Tu n'es plus là juste pour toi, tu vois. Ça me vient à répondre à une question qu'on m'a demandé même beaucoup. Souvent qu'on me demande, ils me disent, mais Anthony, vous là, comment vous faites? Comme vous avez une femme, vous avez des enfants, etc. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes actifs. Comment dans tout ça on fait pour gérer aussi le côté familial? Comment ça se passe toi? Comment ça se passe vous? Parce que on va pas se mentir, être entrepreneur, c'est beaucoup être en activité, c'est des fois se retenir à la maison, de ne pas travailler. Tu sais. Je me rappelle que tu voulais me présenter une personne tu m'avais expliqué un jour, Doro, tu m'as dit, depuis que j'ai rencontré cette personne-là qui travaille avec moi, ça a vraiment structuré vraiment bien ma vie. Je sais pas si cette personne-là travaille toujours avec toi. Tu avais dit que dans ton, t'avais permis de gagner du temps, etc. Du coup, toi, comment tu fais pour gérer tout? Surtout maintenant, on va parler après du frame, tu sais, le club, etc. Et comment tu fais avec tout ça pour trouver du temps Non, en fait, c'est vrai, c'est Manfred qui était un de nos partenaires et tout ça, qui était un coach, qui était comme un grand frère, un mentor pour nous aussi. Et c'est quelqu'un qui, lui, son dada, c'était vraiment d'aider les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à concilier justement travail-famille. Parce que je pense que c'est une réalité que lui, il a vécue. Il a 2 enfants, il est marié et tout, et il faisait beaucoup d'activités. Et il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il gère son temps, tu vois. Et au début, le défi, justement, quand on s'est rencontrés, moi, je disais, mais j'ai pas le temps de tout faire dans une journée, j'ai pas assez. Tu sais, on dit souvent, une journée, c'est, t'as pas assez, tu es occupé, tu dois faire ça, tu dois t'occuper des enfants. Truc. Et lui, il m'a dit non, tout est une question d'organisation. Et nous, on l'a mis au défi, Cheikh et moi, de nous montrer, nous les gars occupés et tout ça, comment tu pouvais gérer une journée,
tu vois. Donc là, je vais pas faire son travail à sa place ou quoi que ce soit éventuellement. Mais effectivement, oui, il a réussi. Il a réussi et jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc ce dont je te parle, c'était dans les débuts du Smart Lab. Donc on parle de 2020 et tout. Et 4 ans après, il y a des choses qu'il m'a montrées, des conseils qu'il m'a donnés, que j'applique toujours au quotidien, qui sont devenues des choses naturelles. Des fois, les gens ils me demandent effectivement comment tu fais plusieurs entreprises, tout ça, comment vous faites pour gérer. C'est une question d'organisation, c'est une question aussi de qui tu t'entoures, de comment vous arrivez à gérer, comment vous répartissez les tâches et tout. Si tu vis avec quelqu'un ou pas, c'est de voir aussi comment tu te répartis les tâches familiales avec cette personne, même si tu vis seul aussi, ça, c'est de voir, OK, quel est le temps que j'alloue à ma famille, quel est le temps que j'alloue à moi-même, quel est le temps que j'alloue à mon travail. Tu vois, je veux dire, tu peux diviser ton temps. Moi, avant, j'étais le premier qui disait que, oh, si tu... Tu sais, ma phrase, c'était, c'est pas que... Moi, la nuit, je dormais pas. Je travaillais la nuit, tu vois. Et je me disais, non, moi, je suis pas un lève-tôt, en fait, moi, je dors pas. Et j'aimais ça, tu vois. Et j'avais ce sentiment-là, en fait, que, ben, tu sais, ceux qui dorment la nuit ou whatever, en gros, bon, They're losing. voilà, quoi. Ils perdent et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je dors la nuit, tu vois. Je me réveille tôt. Mais tu as des techniques, tu as des choses que tu mets en place et efficacement. Et tu te rends compte que oui, non, tu peux dormir. Je pense que les plus grands CEO de ce monde, oui, ils vont se lever tôt, whatever. Mais il y en a qui dorment très bien la nuit. Et pendant qu'ils dorment, leur entreprise roule. Donc, c'est quoi les mécanismes que tu mets en place pour ça, tu vois? Donc, c'est vraiment une question de gestion de la configuration. C'est vrai qu'au début, moi aussi, surtout quand je développais Moko, etc., quand je dormais pas là. C'était vraiment comme la nuit, j'étais là, j'étais plus inspiré la nuit. C'est pas bizarre, c'est juste que je sais pas, je trouvais plus l'inspiration la Mais c'est nuit. plus calme. C'est Moi, plus on m'a calme. toujours demandé, mais pourquoi la nuit et tout? Je dis non, en fait, moi, je me suis rendu compte que c'est plus calme. Mon téléphone ne sonne pas. Et ça fait une différence énorme. 3 heures de temps où ton téléphone ne sonne pas, tu n'es pas sollicité, tu n'as pas de meeting, rien. Tu es juste avec toi-même et tu travailles. Tu mets ta musique, ton casque dans d'autres sphères. Ça fait toute la différence, tu vois. Inspiré. Ok. Donc dans ce que tu dis, c'est vraiment important de bien gérer son temps et de trouver le temps pour sa famille, comme le temps aussi pour gérer son business, son activité, etc. Ok. Parce que c'est pas tout le monde, hein. L'entrepreneuriat, souvent, moi je l'ai fait cette erreur-là aussi, je le dis, je suis pas parfait. Je travaillais trop, gars. C'est-à-dire que j'étais trop dans. Je passais beaucoup trop de temps au travail. C'est-à-dire que je travaillais quand j'étais en dehors, quand j'entrais à la maison aussi. Après, je passe du temps aussi dans mon ordinateur. Et après, c'est comme si, comme. Ta femme, elle te regarde, elle te dit, mais je comprends pas. Elles peuvent comprendre, mais à un moment donné, comme, il faut savoir vraiment faire la part des choses. Comme tu travailles, mais il faut aussi trouver le temps pour euh, ta famille, ta femme, tes enfants. Et c'est ça le plus difficile des fois, surtout des affaires de téléphone. Là, des fois, c'est compliqué. Au téléphone, quand tu regardes, il y a tellement de messages, tu regardes des notifications. Pour de vrai, à un moment donné, je me suis dit, mais gars, est-ce qu'on n'est pas addict? C'est ce que j'ai fait après. J'ai dit, bon, à partir de maintenant, je vais essayer. Quand je me réveille, je ne veux pas que le téléphone il soit à côté de moi. J'essaie de le mettre vraiment comme en bas. Comme ça, parce que dès que tu te réveilles, gars, tu regardes 5 emails, tu vois, des... Oh, t'as pas ouvert l'espace. Oh, on te dit, il manque ça. Tu commences, en fait, dès que tu te réveilles, tu n'as même pas le temps de te lever, de préparer ton mindset tu te réveilles directement avec des problèmes. Ce que tu dis, il y a une interview que j'ai regardée de Denzel Washington il y a vraiment pas longtemps. Puis il donnait le conseil de rester au moins. Il a dit d'abord 30 minutes, après il a dit 15 minutes sans ton téléphone. Honnêtement, ça fait 2 semaines que j'essaye. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Parce que tu as ce réflexe-là, au fait, c'est que souvent, c'est juste que tu vas prendre ton téléphone pour aller regarder l'heure. Et de là, tout est parti. Tu vois? Et comme tu l'as dit, au niveau de la gestion du temps, il faut être capable de pouvoir prioriser les choses. Surtout quand tu as une famille ou whatever. Puis je pense que l'une des clés aussi par rapport à tout ça, c'est de savoir gérer les attentes. Savoir gérer les attentes, communiquer, faire comprendre aux gens qui sont autour de toi que, écoutez, là, je rentre dans une période qui risque d'être achalandée pour moi, mais j'aurai fini à partir de telle date. Donc, de temps à temps, genre, soyez patient avec moi. Et quand tu promets qu'à partir de cette date, tu es là, sois sûr que tu es là à 100%. Et c'est vrai, hein, j'ai l'impression qu'on a des phases. Il y a des moments où on va être comme là, mais il y a des moments où c'est comme on est vraiment, vraiment. Dès que tu rentres dans cette inspiration, dans ce mouvement, tu veux tellement faire ton truc que des fois, il faut être compris, hein. Tu vois, l'entrepreneur, des fois, dès que tu commences même un projet où tu vois que
tu rentres dans une sphère, tu veux tellement que des fois même tu oublies que. Et c'est là qu'il faut savoir des, des fois dire non aussi à des projets. C'est refuser des projets, j'en ai refusé beaucoup là récemment. Comme tu peux pas être partout. Tu sais, tu peux essayer d'être, mais plus tu rajoutes des projets, plus tu te rajoutes Ouais, c'est vrai, on a connu aussi cette phase où c'était difficile de dire non, parce que justement, nous, ça part du principe qu'on veut aider, on veut faire des choses, on maîtrise ce qu'on fait, on a besoin de clients aussi, on a besoin d'expérience et tout. Donc, on avait tendance à prendre tous les contrats, mais tu, comme il disait tout à l'heure, tu évolues, tu grandis en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise et tout ça, tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est moins bon, et puis aussi tu réfères. Nous, ça, c'est un problème qu'on n'a jamais eu à référer là, parce que quand le client il vient, le client ou bien n'importe qui vient nous voir et qui a un besoin auquel on ne peut pas répondre, si on connaît quelqu'un, on va directement le référer. Parce que le but finalement, c'est que cette personne elle soit satisfaite. Tu vois? Donc nous, ça arrive souvent que les gens ils nous appellent, ils ont besoin d'un espace. Tu sais, on parlait du Smart Love tout à l'heure, ils ont besoin d'un espace, ils ont besoin d'une salle ou quoi que ce soit. Et nous, on refait. Il y a plein de salles à Montréal et on a la chance d'avoir des salles qui appartiennent à des gens de la communauté, à des partenaires, à des amis. Passe décisive. On dit, ah, appelle tel et vas-y ou whatever et tout. On se l'est fait plusieurs fois aussi. Des fois, tu m'appelais, tu me disais, ah, j'ai un événement au Space. Tu sais, je me souviens, il y avait un anniversaire, je pense, d'un enfant de 1 an ou 2 ans. Tu venais d'ouvrir le Space, tu t'es dit, tu sais, avec les ordis, les vitres, tout ça, je ne suis pas vraiment à l'aise à ce qu'il y ait une fête. Est-ce que tu peux le faire au Smart Love? Ou nous aussi, des fois, on a des double bookings et tout ça. On transmet dans d'autres studios. Donc, C'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est le partage aussi. Être en mesure de partager les opportunités. Et c'est ça qui fait la force aussi d'une communauté. ouais, non, c'est ça, le partage et puis, comment dire ça? Les référencements. Et tout dépend de la vision. Tout dépend de la vision que tu as de l'entrepreneuriat, tout dépend de la vision que tu as justement d'une communauté. Moi, j'ai toujours pensé personnellement que ensemble, on est plus fort. C'est pas tout le monde qui partage cette vision ou quoi que ce soit. Moi, j'ai mon idée là-dessus et c'est ça que nous on prône, tu vois. Je suis pas vraiment intéressé par ce que fait l'autre. Moi, je me concentre sur ce que je fais, tu vois. C'est pas parce que je t'envoie du business et que toi, tu fais de l'argent que ça veut dire que moi, j'en perds. Et souvent, je pense que ça, je pense que c'est ça, c'est une dualité. C'est quelque chose que les gens, ils confondent. Parce que les gens, ils se disent, ah, si lui, il fait de l'argent, ça veut dire que moi, j'en perds. Non, pas forcément. On peut faire de l'argent tous les deux. Et peut-être qu'aujourd'hui, je te fais faire de l'argent, mais c'est toi qui vas m'en faire faire demain, tu vois, parce que tu vas me rendre l'appareil. Aujourd'hui, je t'envoie un contrat, demain, c'est toi qui m'en envoies un autre. Ensuite, on peut faire un contrat à deux ou quoi que ce soit, tu vois. C'est important que ça, que ça tourne. Est-ce que c'est dans toutes les communautés comme ça ou c'est que dans une communauté, il y a certains, des fois. Non, mais, Je savais qu'il allait dire. non, mais Faut je pas. sais que si tu veux donner ton avis. Est-ce que Non, c'est non, non, vraiment. c'est nous. Le problème, c'est nous, c'est nos communautés, parce qu'on est à Montréal, encore une fois. Les Italiens, ils fonctionnent pas comme ça. Les Juifs, ils ne fonctionnent pas comme ça. Les Chinois ne fonctionnent pas comme ça. Les Arabes, ils fonctionnent en communauté, parce qu'ils ont compris que ce qui nous lie est plus fort que ce qui doit nous détruire, d'une façon ou d'une autre. Donc, souvent, par exemple, les Juifs, c'est la religion qui va les réunir. Mais ils se réunissent autour de ça, ils se font du business entre eux. Par exemple, si on prend le concept de la communauté juive, l'argent doit tourner, je pense, 5 ou 9 fois dans la communauté avant de sortir. Mais il y a une règle. C'est une règle, c'est écrit, tout le monde le sait. Donc, avant d'aller voir une agence, tu vas d'abord chercher une agence juive. Et tu vas en chercher 5 avant de te dire que tu sors de ça parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce que tu veux. Par contre, nous, tout de suite, il y a ce concept de black-owned business, oui, mais le problème avec ça, ça va dans les deux sens. C'est que les entreprises qui ont des black-owned, souvent, ils ne reflètent pas le 100% du service, mais aussi la clientèle, c'est pas eux aussi qui viennent faciliter la chose, tu vois. Il faut qu'on soit tolérant, aussi bien la personne qui a son entreprise que le client, pour être capable de construire quelque chose ensemble. Parce que, encore une fois, je prends l'exemple de Montréal, on est la seule communauté, si je ne me trompe pas en tout cas, qui est incapable de se fédérer et de faire quelque chose ensemble. Tous les autres, ils ont réussi. Nous, Comme tu parles de Toronto, tout ça. on essaye. Non, je parle de communauté black. Parce que même si tu parles de Toronto, c'est qu'il y a dans la communauté black, il y a les Sénégalais, il y a les Congolais, il y a les Béninois, il y a les Maliens, donc l'Afrique. Ensuite, tu as les Haïtiens. Ensuite, tu as
Mélange tous, en fait. Exactement, mais sauf que même quand on se mélange, dans nous-mêmes, je vais prendre mon exemple à moi, nous les Sénégalais, on a des problèmes entre nous. C'est vrai, les Tu comprends? Congolais Donc aussi, déjà, entre de nous. base, même si entre les Ouais. Sénégalais, on a des problèmes entre Mhm. nous, comment tu fais pour faire en sorte que tous ceux qui sont noirs oublient d'où ils viennent, se rassemblent autour de la table et sont capables de faire quelque chose ensemble? C'est là d'où vient toute la problématique. Je pense que c'est une question de vision. C'est une question de vision et c'est une question de... Parce qu'à the end of the day, on va dire, tu sais, tous ceux qui se mettent en affaires, whatever, tout ce dont on parle, ça revient quand même à un sujet principal qui est l'argent, tu vois. Tout le monde, tu sais, on vit dans une économie où, malheureusement, ben, tu as besoin d'argent pour vivre, quoi que ce soit, tu dois en générer. Donc, en fait, tout revient finalement, au partage du gâteau, tu vois. Mais je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un gros gâteau. Comment on va voir sa part, c'est plutôt voir ça comme un gros gâteau, comment on va se le partager et comment on va le laisser entre nous, comment on va le faire grandir, comment on va faire que les parts soient de plus en plus grosses pour nous. Et ça n'empêche que les autres communautés aussi, truc, tu vois, tu sais, quand tu parles avec un Italien, avec un Juif ou whatever, sans complexe, il va te dire non, il va te dire, ah, quand j'ai un problème de plomberie, je cherche d'abord un plombier italien, j'appelle un cousin, nanana, nanana, avant d'aller à l'autre. Ça ne veut pas dire que Je vais pas travailler avec les... ça veut pas dire que je ne veux pas travailler avec toi. C'est juste que je commence d'abord. Mais toi et moi, on peut être amené à travailler sur un autre projet ou quoi que ce soit. Mais il y aura un Italien quand même dedans. Tu vois? Tu sais, quand j'ai construit l'espace au Ménia Space, justement, à Chabanel, là, il y avait un juif qui s'appelait justement Prosper, c'est un juif et autres. Et c'était incroyable parce que, à chaque fois que j'avais, dès qu'on montait le processus, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, il avait toujours quelqu'un dans son réseau qui l'emmenait. C'est un truc de malade. Et c'était que, comme tu as dit, que les gens de sa communauté. Il n'y avait pas autre chose. Il m'a envoyé à un moment donné, il va prendre un rideau, il m'envoie chez. C'est là que j'ai vu la puissance. Oh là là, t'as vu ça? Et ça, j'ai dit, mais pourquoi nous, on n'a pas tu comprends? Est-ce que c'est juste ici ou c'est que Non, si c'est on partout. va, Non, c'est pas. même aux C'est États-Unis, partout. aux États-Unis, c'est un peu plus. Aux États-Unis, ça. C'est Un différent. peu, hein? Je- Non, c'est différent. Je pense qu'aux États-Unis, ils arrivent mieux à se. C'est aussi leur histoire, tu comprends? Ils arrivent mieux à se fédérer, mieux ce truc. Aussi là-bas, ils n'ont pas le choix, tu vois. Le racisme, les inégalités, whatever, c'est quand même à un autre niveau, tu vois. J'ai l'habitude de dire qu'ici au Canada, on est quand même chill, là. Tu vois, je veux dire, on est même un peu endormi. Tu sais, la communauté black au Canada, elle s'endort un peu parce qu'on pense on est trop à l'aise. Tu vois, je veux dire, on est trop à l'aise par rapport à la France ou quoi que ce soit. En Allez, la France, quand tu es France, vraiment, noir, là-bas, on a trop faim. c'est un Ah autre ouais, non. niveau. Tu vois? C'est pour ça que tu vois qu'il y a tellement de personnes qui deviennent successful, c'est tellement difficile que tu n'as pas le choix. Et que, en fait, j'ai l'impression que ce sentiment-là, c'est que on est tellement à l'aise, c'est seulement quand tu n'as pas le choix que tu es obligé de réussir. Je sais pas comment t'expliquer. Vous n'avez pas remarqué des fois, on est dans des situations où tu es comme, ok, Ouais, il faut que tu sois dans l'inconfort pour être capable de pouvoir sortir la meilleure version. là je suis là, Kylian, demain faut qu'il mange. Ah, si je fais pas ça, comment. Gars, je trouve la solution. Et c'est là que tu deviens créatif. La solution, hein. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés qui ont réussi, c'est toujours ça. C'est toujours quand ils étaient dans la dernière ligne, dans la dernière danse que ils ont travaillé. Ou ce sont des gens qui ont connu l'adversité ou quoi que ce soit. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que tu as toute une vague d'entrepreneurs, vu qu'on parle de la communauté black, tu as toute une vague d'entrepreneurs noirs ici au Québec qui sont successful et qui viennent, par exemple, de France. J'ai un exemple, Annabelle, que j'apprécie, j'adore. Annabelle Piqueur qui fait un nom, fait éloquence et autres. Je me rappelle au départ, puisqu'elle travaillait dans un emploi, quand elle avait commencé à faire son coaching d'éloquence, on se voyait beaucoup à l'espace Omnia. Elle était tellement déterminée à réussir. Tu sais que quand elle venait, je savais qu'elle allait réussir. Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est que la personne, elle vient tous les jours, elle est motivée, tu sens qu'elle est... Regarde maintenant le résultat. Tu vois, c'est un exemple à suivre, dans le sens, c'est que comme elle est partie tu sais, elle avait son coaching de rien, tu sais, elle était beaucoup même au Smart Love, mais moi, quand je la voyais, je disais, elle, c'est sûr que en quelques mois, elle est partie. Déterminée, constante, motivée, nanana. Elle n'avait pas le choix. Elle voulait vraiment ça. Elle a dit non, moi, c'est ça que je veux. Aujourd'hui, regarde. Ouais, vision, goal, objectif et tout. C'est aussi une question d'objectif, effectivement. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, tu vois. Après, ça dépend de l'histoire de chacun, mais ça dépend dans l'environnement dans lequel tu es arrivé. Moi, il y a des gars qui sont arrivés ici qui m'ont dit, mais attends, mais ici, ça va. Ici, c'est trop chill. Ici, c'est trop chill. Là d'où je viens, c'est autre chose.
Mais ici, c'est trop chill. Donc, tu vas voir qu'ils vont réussir. Donc, moi, on me demandait souvent, ah, mais pourquoi les Français, ils sont trop riches, et ils arrivent et ils réussissent. Je dis, non, c'est juste que c'est pas la même chose. Il y a une autre vision du travail, il y a une autre vision de la vie par rapport à la réalité et tout. Quand tu es dans un environnement hostile, bah, tu t'aguerris, tu vois. On parle souvent de foot, on parle souvent de sport tous les trois ou whatever. Bah, écoute, si tu es dans un championnat où toutes les équipes ont un certain niveau, bah, tu te maintiens à ce niveau-là. Si tu joues pas la Champions League, si tu joues pas contre des équipes d'un autre niveau, tu vas jamais progresser en tant que club, tu vas jamais progresser en tant que joueur. Quand tu arrives ailleurs dans une autre ligue, tu te dis, ah ouais, ok. Et à contrario, ben, si tu es dans une ligue qui est forte et tout dès le début, ben, quand tu vas dans des ligues inférieures, tu rigoles. Ça me fait penser à Kylian Mbappé, mais je vais rien faire. Mais en gros, c'est ça, c'est que ce qui se passe beaucoup avec les Français, nous les Français, parce que je suis français, je suis né à Paris, tu sais, là-bas c'est difficile, hein. J'aurais jamais pu créer un espace au Ménia si j'étais à Paris. Oublie là. Comme on ne donne pas la chance. Donc c'est-à-dire que nous, quand on arrive ici, on voit Montréal, on voit les opportunités, comment le monde il est, on voit qu'on a accès à du crédit, on voit qu'on est capable de développer. Ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on trouve l'opportunité, on saisit la chance et on crée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui viennent ici, j'en connais plusieurs qui réussissent. C'est parce que c'est tellement difficile en France que quand on arrive ici, pour nous, c'est la porte est ouverte pour nous, on prend la chance et on développe. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui viennent réussir ici. Et là maintenant, c'est même plus Montréal, il y en a qui vont maintenant beaucoup à Dubaï, Miami. Il y en a d'autres que j'ai vu à Miami qui viennent d'ouvrir des nouveaux business là-bas. Ça commence à être un peu partout. Les Français, ils ont faim. Ouais, non, c'est Gars, vrai. trop Surtout les faim, mon Français gars. issus de l'immigration et tout, parce que la réalité là-bas, elle est autre. Du coup, là maintenant, je vais arriver à ma question, c'est le club frame. Ok. Tu sais, moi, j'étais un des fervents du langage des fleurs, je venais souvent là-bas. J'avoue qu'en ce moment, je vais moins, mais t'inquiète pas, avant, je vais venir un peu pour la dernière danse au club frame pour un peu, tu comprends? Mais ce que je voulais dire, c'est que je t'ai toujours vu dans l'événementiel et j'ai toujours aimé tes soirées. Je me rappellerai du premier langage des fleurs, je venais avec le t-shirt Moko là, avec les Ouais, je lunettes. me souviens. C'était tellement bien. Ah, cette époque-là, il faut retourner, c'était tellement bien. Et du coup, ben là, du coup, tu as ouvert un club. Honnêtement, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'événementiel à Montréal et franchement, félicitations parce que Merci. être en mesure, après toutes ces années, de concrétiser et créer vraiment un club, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, comment ça s'est fait un peu le processus et autres? Ben, regarde, déjà, bon, déjà, je vais tirer un peu, je vais prendre les lauriers pour moi et mes partenaires. Euh, Ouvrir un club à Montréal, sur la rue principale du divertissement à Montréal, qui est le boulevard Saint-Laurent. Club Black Owned et tout. C'est pas un lounge, c'est pas une petite buvette ou whatever, c'est vraiment un club ou quoi que ce soit. Tu vois, donc déjà, props à mes partenaires et moi Félicitations. par rapport à Ouais. ça. Maintenant, un peu comme on disait tout à l'heure, que les gens, ils savent pas qu'est-ce qui est derrière. Moi, souvent, les gens, ils me demandent, ils me disent, ah, non, vous êtes trop riche. Comment vous faites? Comment vous avez fait? Il y a un gars même hier, ne serait-ce et j'espère qu'il va regarder cette vidéo et tout, qui me disait non, moi, on était sûr que vous faisiez de la fraude. Il m'a dit, ah, je suis sûr. Il m'a dit, franchement, Doro, il y a des gens dans la ville qui sont sûrs et certains que tu es un fraudeur parce que c'est pas possible. Toi et ton partenaire, là, et tous tes partenaires, que ce soit mon partenaire dans la communication, mon partenaire dans les divertissements, on est sûr que vous tous là, vous êtes des fraudeurs. Les Giscard, les chèques, il m'a dit, moi, pour moi, vous êtes des fraudeurs parce que c'est pas possible. Vous ne travaillez pas, vous êtes à votre compte, c'est vous qui avez les grosses montres, c'est vous qui avez les grosses voitures, c'est vous qui êtes tout le temps dans des avions, c'est vous qui ouvrez des clubs, c'est vous qui ouvrez des studios photos, c'est vous qui ouvrez des lofts, c'est vous qui avez ça. Mais comment vous faites dans une économie qui est incertaine, qui est dure, tout ça, blabla. Ah, comment vous faites? C'est sûr et certain que c'est de la fraude. Et beaucoup de gens, ils pensent ça, tu vois. Mais l'envers du décor, en fait, c'est que c'est du travail. Le club Frame, là, que tu vois aujourd'hui, les gens, ils voient ça comme, OK, aujourd'hui, j'ai ouvert un club. Mais ça, c'est 19 ans de travail. C'est 19 ans de travail. Quand je commence les événements, quand je commence à sortir, moi, déjà, j'étais quelqu'un, paradoxalement, on ne m'a jamais demandé mon histoire ou quoi, mais paradoxalement, moi, j'étais quelqu'un, je n'aimais pas les clubs. Je n'aimais pas les boîtes de nuit, c'était vraiment pas mon truc. La première fois où je suis rentré dans une boîte de nuit à Montréal, il a fallu me supplier. Tu vois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la personne m'a littéralement supplié pour que j'y aille. Tu vois, après, j'en suis plus sorti, ça, c'est une autre histoire. Tu vois, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai tout fait dans le nightlife. Buzzboy, tous agents de sécurité, coach check,
ramasser les verres, aider au bar, quoi que ce soit, manager, J'ai tout fait sauf DJ. Le seul truc que je sais faire, c'est ne pas être DJ. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des étapes. C'est toutes ces étapes-là pendant 19 ans qui font qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir et puis dire je suis propriétaire de club. Je ne me suis pas levé comme ça, j'avais de l'argent ou quoi que ce soit. Non, ça prend quelque chose. En plus, le club qu'on a acheté, le Frame, c'est un club où on était promoteur, où on faisait des événements pendant 8 ans, depuis 2016. Donc, en fait, la transaction qui a été faite avec les anciens propriétaires, c'est une transaction aussi de confiance. Moi, je me souviens quand j'ai parlé au propriétaire, quand il m'a dit, ah, comment ça s'est passé, je lui ai dit, bon, écoute, 2024, nouvelle saison. Moi, je l'appelle toujours vers le mois de février. Je dis, ah, on va commencer au mois de mai. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses, une nouvelle administration, des nouveaux trucs? Est-ce qu'il va y avoir des travaux, tout ça? J'appelle. Il ne répond pas. Un peu comme ce que j'ai fait à Chèque. Il ne répond pas. Je le harcèle et tout ça. Finalement, j'arrive à mettre la main sur lui. J'ai dit, écoute, il s'appelle Jeff. J'ai dit, Jeff, écoute, moi, je suis prêt et tout ça, voilà. Dis-moi un peu comment ça va. Il me dit, ah, écoute, franchement, cette année, je pense que ça va être différent parce qu'en fait, on veut vendre. Je dis, comment ça, tu veux vendre? Il dit, ah ouais, on est fatigué, on veut vendre. J'ai dit, OK, moi je suis intéressé, je vais acheter. Il rigole. J'ai dit, non, non, c'est vrai, je suis sérieux. Il dit, t'es sûr? Il dit, oui. J'ai dit, OK. Il me dit, OK, parfait. Je t'envoie un lien. Je raccroche. Directement, j'écris à mes partenaires. J'ai dit, ah, gars, je viens de parler à un truc. Ils veulent vendre. Moi, j'ai dit qu'on achète. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai pas d'argent. Vous, vous en avez peut-être, peut-être. Mais je ne sais pas c'est quoi le prix. Je ne sais pas c'est quoi le prix. Mais on achète. And the rest is history. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fait que moi j'ai eu cette opportunité, c'est parce que pendant 8 ans, j'ai travaillé là-bas. J'ai fait des choses. Et lui nous a souvent dit, les gars, c'est grâce à vous que pendant la pandémie, je n'ai pas fermé. C'est grâce à vous que je suis propriétaire. C'est grâce à vous que j'ai ouvert mes entreprises. Tu vois? Parce que justement, vous avez fait des événements, vous m'avez fait faire de l'argent. Donc lui, sa manière à lui, il nous a toujours dit, je ne sais pas comment je vais vous remercier, sa manière à lui de nous dire merci, ben, c'est que quand il voulait vendre son club, ben, il nous a mis en pole position. Il a dit, s'il y a des gens à qui je vais donner, c'est vous. Et les gens ne vont pas voir ça, mais il y a un travail derrière. Tu vois? Donc ça rejoint tout ce que je te dis derrière et tout. Et c'est la même chose pour Smartegi. C'est la même chose pour le loft. Vous ne savez pas, je sais qu'il a donné un peu un bribe de l'histoire du loft. On cherchait autre chose. On est tombé dessus. C'est la capacité à saisir les opportunités et aussi à nourrir l'univers. Tu vois, je veux dire, ça va te revenir toujours. Si tu fais du bien, si tu parles avec les gens ou quoi que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui va t'appeler un jour qui va dire, oh, Anthony, j'ai vu que tu faisais ça, là. J'ai tel espace, est-ce que tu ne veux pas t'en occuper? Ou bien j'ai tel truc. Tu vois? Donc c'est une accumulation. Donc si tu veux un peu l'histoire, c'est ça, en fait. C'est le travail de 19 ans, c'est 20 ans de travail qui, aujourd'hui, amène à ça. Exactement. Et c'est vraiment inspirant ce que tu viens de dire, c'est parce que, encore une fois, comme on disait, il y a une différence entre ce qu'on voit sur les réseaux et ce que les gens pensent. Donc les gens, des fois, ils vont voir une personne qui génère des revenus, qui réussit bien et tout, puis tu as tellement différentes histoires sur lui, il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est un fraudeur. C'est-à-dire que si tu commences à écouter les gens, mais tu deviens fou, mec. Ouais, mais tu peux pas écouter les gens. Et puis, il y a un proverbe qui dit que tu ne critiques jamais quelqu'un qui est plus haut que toi. Donc, les gens qui parlent, J'ai aimé la phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est que des fois tu parles avec des personnes qui sont pas dans le même réseau, mais qui sont pas, ils n'ont pas aussi le même stade de vie. Et ça, ouais, c'est 100%. important. Tu comprends? Qui n'ont pas la même vie parce que tu vois, je pense que dans tout ce qu'on fait, il y a aussi des étapes et il y a des niveaux. Et je pense que Faut avoir l'humilité de vouloir apprendre d'aller à ton rythme. 100%. Ouais, faut avoir l'humilité d'aller à ton rythme, tout ça. Faut pas tout, voilà, tu vois. Hier, justement, il y avait une L'ami personne qui fraudeur. me disait, oui, voilà, qu'on était des fraudeurs et tout. Je lui ai dit, regarde, c'est pas parce qu'aujourd'hui on se parle, qu'on est ensemble ou whatever, qu'il faut que tu dis forcément, OK, je veux être comme lui, là, tout de suite, whatever. J'ai dit, moi, j'avais des mentors. Moi, quand j'ai commencé, quand je suis rentré dans le nightlife, j'ai des gars, notamment John Jay, qui est aujourd'hui propriétaire du Bordel, Yoko Luna, tous ces clubs-là, musique et tout ça, l'Empire Gigantique. Ça, c'est la première personne, le premier club où j'ai commencé, on va dire, à travailler, à faire des événements. Lui, il était propriétaire de ce club-là. C'est quelqu'un que j'ai vu évoluer. C'est quelqu'un qui est devenu important à Montréal, tu vois. Mais jamais je me suis dit, je vais être John Jay. En tout cas, pas à ce moment-là. Parce que John Jay, il est passé par plusieurs étapes. Donc, j'ai dit, ben, il faut passer aussi par plusieurs étapes. Tu vois? Et lui, dans ses business aujourd'hui, certaines personnes qui sont aujourd'hui des copropriétaires ou des managers, whatever, à l'époque, étaient des busboys ou des head promoters ou des DJ. C'est-à-dire que tout le monde a progressé, on a grandi.
tu vois. Comme nous, au début, on était des freelancers. Après, on est devenus des chefs d'entreprise. Après ci, après ci, après ça, tu as une entreprise, deux entreprises, tu développes. Après, tu rencontres d'autres partenaires dans d'autres business, tu fais des trucs. Mais c'est pas, ah, check, comment tu as fait? Ok, non, tu as plusieurs entreprises, tu as un pied au Sénégal, tu as un pied et tout ça. Je veux être comme toi et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te raconter mon histoire. Je vais te raconter quand je vendais des t-shirts. Je vais te raconter quand je faisais du marketing de réseau. Quand je dansais chez les Amoto. Bah oui, et on va aller sur Kylian. Je sais que depuis tout à l'heure, on essaye, on dévie, mais il a dit un truc que j'ai beaucoup aimé dans sa dernière entrevue. Euh, je pense Mouloud lui a demandé c'est quoi le conseil que tu donnes aux gens qui veulent être comme Kylian? Il a dit non, les gens ne doivent pas être comme Kylian. Il dit moi, quand j'étais jeune, je rêvais pas d'être comme quelqu'un. Il dit je rêvais d'être grand. Il dit que quand tu rêves d'être grand, il n'y a pas de limite. Il dit parce que si tu rêves d'être comme Kylian, tu vas arriver au niveau de Kylian. Alors que quand tu rêves d'être grand, le rêve est illimité en fait, et il est infini. Et pour revenir à ce qu'il a dit, c'est vraiment ce qui m'a fait penser à ça, c'est que il aurait pu se dire je vais être comme John Jay ou je vais être comme X, Y, Z. Ou on peut tous dire on veut être comme une personne. Mais si tu dis que tu veux juste être toi-même, mais donner une dimension à ton nom et pouvoir être capable de laisser un héritage d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas de limite. Et c'est ça le truc, surtout quand on est dans un pays comme le Canada, quand on est dans un pays, dans une ville comme Montréal, il n'y a aucune excuse, honnêtement. Il n'y a aucune excuse. Si tu es intelligent et que tu t'entoures correctement et que tu fais les choses correctement, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Exactement. Parce que comme on dirait, tu peux t'inspirer, mais c'est pas parce que la personne est de telle manière que tu dois forcément être comme elle. C'est bon de s'inspirer des autres, mais c'est pas parce que Ouais, tu t'inspires que... tu t'inspires pour grandir, pour écrire ta propre histoire et avoir l'humilité et être patient aussi. Ça prend du temps. Tu comprends ce que je veux dire? On est en 2010, on est en 2024, 2024, ça fait combien de 14 temps ans, 14 ans. tu vois? qu'on bosse comme des malades C'est là? ça. Mais quand tu fais les choses de manière naturelle et tout, je pense que tu ne vois pas le temps passer. Et ça, c'est aussi quelque chose. C'est que quand tu vois un résultat et tu te dis, OK, je veux ça tout de suite, je veux être comme lui tout de suite et tout ça, tu vas te brûler. Je me rappelle toujours, à chaque fois, Doré, il envoie un message, il dit, Anthony, regarde, on est déjà au milieu de l'année. Tout le temps, il me disait ça, regarde, on est déjà au milieu. Après, on arrive un mois après, ah, ça y est, on est en 2000, L'année est finie. l'année est finie. Tout le temps, Doré m'envoie ce message, regarde, ça va tellement vite. Je me rappelle toujours de ce moment-là, tu me disais tout le temps, Anthony, là, on est déjà au milieu de l'année. Tu vas voir, là, on va arriver, caca, novembre, décembre, ça y est, c'est fini. Et après, quand je l'envoie, ça y est, c'est fini. Et surtout quand tu as, un plan, une vision. Moi, quand je pense à des choses auxquelles je pense pour 2025, je suis déjà au mois de mai. L'année est finie. Moi, je suis en 2026 déjà aussi, gars. Je pense déjà à 2026. Je pense déjà. Parce que 2025, c'est déjà. Mais j'ai déjà un événement. En fait, c'est déjà 2025. Vous avez pas vu les artistes? Des fois, ils disent, bon, tournée ou ils disent concert en Bercy 2020. Ils sont déjà loin. Tu peux pas juste penser. Il faut que tu. Tu vois? Et c'est ça, quoi. Donc, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Quel serait le conseil que vous donnerez à un jeune Montréalais ou à une jeune personne qui est déjà immigrée au Canada pour trouver le succès comme vous, par exemple? Pas en étant comme vous, forcément, comme on l'a dit, mais pour trouver le succès avec des entreprises comme vous l'avez fait. Moi, Stéphane, je vais être terre à terre. C'est vraiment d'essayer de rester lui-même, trouver sa voie et être sûr de ce qu'il veut faire. Tu vois, Euh, il y a mille et une manières. Il y a pas une seule recette de succès. Je pense que chacun a sa recette de succès selon son histoire, selon son environnement, les gens de son tour. Tu peux prendre une voie, tu peux prendre une autre, mais je pense que si tu es toi-même, et justement, comme il disait, tu veux juste grandir, pas pour être quelqu'un d'autre, tu veux juste grandir. En fait, essayer, voilà, d'être une meilleure version de toi chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait ça. Demain, comment je peux faire demain? Aujourd'hui, j'ai fait 10 dollars. Comment demain, je peux faire pour faire 20 dollars? Après-demain, je peux faire pour faire 30 dollars? Comment je peux faire grossir mon entreprise? Comment je peux faire rencontrer plus de monde? C'est ça. Aller au jour le jour et puis juste vivre, en fait. Non, je suis 100% d'accord avec lui. Puis, si je dois rajouter quelque chose, c'est ne pas laisser les échecs ou les obstacles de la vie t'arrêter. Quand tu as un objectif, genre, ne lâche pas en fait. Vas-y, avance. Ça va pas être évident, mais garde
les yeux sur la ligne d'arrivée, comme il dit. Exactement. Et moi, j'aimerais rajouter parce que j'ai vu Doro et Chuck vraiment avancer dans tout leur parcours. Déjà, c'est cette union parce que vous avez deux parcours différents, puis vous avez réussi à connecter deux univers aussi différents parce que vous êtes dans deux univers différents, mais vous êtes ce qu'on appelle complémentaires. Et c'est important dans le business et même dans la vie de toujours s'entourer de personnes qui vont être complémentaires à ce que vous faites déjà. Sans rien d'avoir deux personnes qui sont des grosses têtes forcément ou deux personnes qui sont têtues. Essayez d'être des personnes qui vont chacun se complémenter, apporter dans ce que vous proposez. Et après ça, rester soudés. Parce que peu importe ce qui va se passer, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des on-dit, il y aura toujours des personnes qui vont dire oh, t'es un fraudeur, des personnes qui vont dire que oui, t'es l'ambassadeur de tel pays, etc. Tu comprends? Ça, c'est la vie des réseaux. Mais là, il y a une réalité, il y a la vie où on se voit en vrai. Et c'est juste d'être resté vous-même et toujours chercher à évoluer et toujours chercher à grandir. Ça, c'est le mot vraiment du podcast, c'est le mot chercher à grandir et ne pas chercher à être quelqu'un. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir fait ce podcast depuis qu'on devait Merci, le ça faisait faire. longtemps. Ça a pris combien de temps? 4 ans peut-être? Ouais. Voilà, c'est ça, la patience. La patience et on Le le fait bon moment. au bon moment. Chaque chose en son temps. Puis en tout cas, je vous souhaite vraiment du succès dans toutes vos entreprises. Continuez à faire rêver la ville et aussi rêver l'Afrique parce que je sais que vous avez beaucoup de projets avec l'Afrique. Inch'Allah. Merci Thanks, bro. Doro. Merci à toi. Check. Bonne continuation.